Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à questions Salesforce, le podcast où on décortique le marché. On apprend, on débat, on répond à toutes vos questions. Que vous soyez consultant, utilisateur ou simplement curieux, rien n'est hors sujet et tout est permis. Let's go! Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Yacouba Sagara de... Gimini! Hey! Voilà, donc Yacouba, présente-toi aujourd'hui. Rapidement, Yacouba Sagara, je suis architecte Salesforce aussi, même si je fais plus de missions et j'ai la chance de diriger Gimini aujourd'hui, qui est une entreprise qui est un intégrateur Salesforce. Et du coup, c'est une aventure qui dure depuis 8 ans. Aujourd'hui, Gimini, c'est une soixantaine de consultants répartis entre Paris, Nantes, Montpellier et un peu Abidjan. On accompagne tout type d'entreprise. On les aide dans la structuration de leur choix CRM, dans le déploiement de solutions Salesforce, et dans l'IA, dans la data, pour les aider à tirer le meilleur des données pour créer de la valeur. Ok. Et comment tu en es venu? Parce que tu disais effectivement que tu as commencé en tant qu'architecte Oui. et puis tu as monté ta boîte en tant que CEO de Gimini. Hmm. Comment tu t'es dit, ok, allez, j'y vais, je me lance? Alors, moi j'ai eu un parcours très opérationnel. J'ai commencé en tant que développeur Salesforce au sein d'une ESN spécialisée dans la data et dans le CRM. Au fil des années, j'ai eu différents rôles sur des projets jusqu'à devenir architecte. Et après, j'ai tenté la case de l'indépendance. J'ai- Qu'on aime tant. Se démesser, c'est bien. J'imagine. Et j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis d'être proche des clients, de travailler avec des clients directs et d'avoir une autre approche. Et ça m'a permis aussi de travailler sur les bases de ce qui est devenu Gimini, parce que en fait, l'idée derrière, bon, je vous en parlerai peut-être plus en détail, c'était d'allier à la fois l'expertise que j'ai pu avoir en ESN et la flexibilité que j'ai pu avoir dans le monde du freelancing. Donc c'est pour ça que j'ai monté Gimini, qui est une entreprise, en fait c'est un cabinet qui permet d'allier les avantages des deux mondes. Mhm. Intéressant. Et du coup, parce que tu dis que c'était un petit peu donc, dans plusieurs villes, Mhm. tu as commencé par Paris du coup. Oui. Comment tu as créé ton équipe? Raconte-nous l'histoire de Gimini. Voilà, L'histoire, c'est que... L'ADN de Gimini. Voilà. Alors, la genèse, c'est que en partant, enfin, j'étais freelance, et donc du coup, je voulais faire le tour du monde et prendre de l'expérience, rester un peu plus longtemps en freelance. Mais finalement, j'ai un ancien client qui m'a appelé. Et j'avais déjà travaillé sur la base de l'idée Gimini et qui m'a dit, ouais, Yacouba, est-ce que tu peux nous accompagner mais avec un cabinet? Et on en avait déjà discuté. Et je disais, mais en fait, moi, mon projet, je voulais le faire dans 2 ans. Il me disait, nous, on a vraiment besoin d'un cabinet pour nous accompagner. Et c'est comme ça que j'ai contacté d'anciens collègues et on a commencé avec une petite équipe basée à Paris. Et progressivement, en fait, cette équipe est devenue un noyau dur d'une dizaine de personnes. Et c'est là où on a commencé à se structurer. Et au fil des années, on a grandi progressivement. Il y a une consultante qui voulait aller s'installer à Nantes pour une meilleure vie familiale. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le bureau de Nantes. Après, on s'est développé. Et après, on a un autre consultant qui voulait s'installer en Côte d'Ivoire. Et du coup, on avait idée d'avoir une offre offshore. Et c'est comme ça qu'on s'est développé naturellement. Donc, c'est grâce à ces différentes opportunités. Exactement. Et donc, en fait, Yacouba, c'est saisir l'opportunité, du coup. Tu saisis toutes les Oui, opportunités et tu oui, essaies de les transformer en success story, c'est ça? exactement. Parce que, en fait, l'idée derrière, c'est de travailler, d'avoir cette agilité dans l'accompagnement. Donc, du coup, les personnes avec lesquelles on travaille euh, sont chez nous depuis très longtemps. Et ça, c'est rare dans les ESN. Et ça note aussi de comment Gimini s'est transformé au fil des années. Et on essaie de garder cette culture d'entreprise. Et c'est ce qui fait aussi, en fait, le fait de s'adapter et d'évoluer en fonction des opportunités. Et c'est ce qui fait notre force et qui nous permet d'être plus agile et plus résilient, même en temps de crise. C'est une solution qui marche plutôt bien parce qu'aujourd'hui, on est bien positionné pour aller sur des solutions plus innovantes, sur l'IA, sur la data, parce qu'on a une équipe qui a cette agilité. On sait intervenir sur des gros projets, des projets complexes et des scale-ups, c'est-à-dire des entreprises qui se transforment. Et, euh, et même dans nos critères de recrutement,
on aime bien cette agilité, pouvoir prendre les opportunités, les transformer en succès. Non, c'est important, c'est beau. Et puis, c'est rare. Je pense que ce qui fait votre force, c'est vraiment que c'est une société à taille humaine. Et du coup, tu as cette possibilité, cette capacité de t'adapter aux désirs de tes employés, en fait. Donc, à partir du moment où tu arrives à répondre à leurs besoins, bah, forcément, ça va fonctionner parce que c'est vraiment une relation de donnant-donnant, quoi. Donc, c'est super intéressant. Surtout comme positionnement, comme elle le dit, vous avez un positionnement aujourd'hui qui est un positionnement taille humaine, mais par rapport à ce qu'on appelle les gros mastodons, effectivement, dans des ESN, hein, vous arrivez à vous démarquer aussi sur le marché. D'ailleurs, pour toi, quelle serait un peu votre différence et comment vous allez effectivement essayer de tirer parti par rapport à ces grandes ESN qui prennent aussi beaucoup de place, beaucoup de projets. Comment vous différenciez du coup? En fait, ce qui est bien, ce que je trouve intéressant dans le marché Salesforce, qui est dynamique, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. En fait, il y a les gros cabinets, comme vous venez de le dire, il y a les ESN spécialisés, il y a les freelances. Donc, du coup, c'est un environnement assez concurrentiel. Et nous, la question qu'on se pose, c'est pas ce qu'on fait, parce qu'on fait à peu près tous la même chose. C'est comment on le fait, pourquoi on le fait et avec qui on le fait. Et c'est ça notre différence. Et dans l'approche, même depuis le recrutement de nos consultants, j'aime bien dire que nous, on cherche des artisans et pas des ouvriers. Je m'explique pourquoi. Parce que même dans l'amour, la passion. La passion, exactement. Et ça, c'est la clé parce que avant, dans le marché Salesforce, en fait, l'approche ouvrier, on va dire, c'est exécuter les tâches. Enfin, on te donne un plan, on te demande de construire un mur, tu le fais. Ça marchait bien parce qu'il y avait des gros projets d'implémentation et donc, du coup, tu apprenais. Aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir cette approche artisan, se poser les bonnes questions, être à l'écoute et challenger le client. Et donc, du coup, ça, c'est l'élément qui nous différencie depuis le recrutement. On essaye de voir en fait les personnes qui ont cette approche et sur les projets, c'est la même approche qu'on a en mettant au cœur en fait l'humain. C'est-à-dire que l'écoute est hyper important et c'est ça qui nous permet de faire des projets qui réussissent et qui apportent de la valeur au client final ou même aux utilisateurs finaux. Et donc voilà, c'est une approche d'écoute en profondeur et de se challenger, une progression. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Gimini, c'est se challenger tous les ans. Et aujourd'hui, même dans la construction de Gimini, ce n'est plus moi qui le fais parce que chaque année à notre séminaire, on se pose des questions sur où on veut aller, comment on veut faire les choses et aussi pourquoi on les fait. Donc, du coup, ça dénote, ça donne une fil rouge et moi je trouve c'est mon cahier des charges chaque année à respecter. Et du coup c'est en termes de méthodologie aussi bien en projet ou aussi bien d'un point de vue Gumini en interne, quelles sont les méthodes que vous avez mis en place, si tu veux en parler bien sûr, pour justement se différencier, pour se démarquer, pour pouvoir proposer vraiment la valeur et votre vision des choses? Alors, la méthode, déjà la méthode d'accompagnement des consultants, c'est que chez nous, aucun consultant n'est laissé tout seul sur une mission. Tous les consultants ont ce qu'on appelle des mentors. C'est que nous, on n'a pas le manager classique ou une organisation hiérarchique classique. On a des mentors qui accompagnent les consultants dans leur réussite. Et tous les consultants ont des objectifs en début d'année qui sont définis. Ils se mettent des objectifs avec le mentor et aussi en lien avec les objectifs de l'entreprise. Et l'accompagnement du mentor, c'est d'aider le consultant à atteindre ses objectifs. À la fois en mission, donc du coup, on fait participer nos clients sur des sujets en disant, en fait, ce consultant a par exemple un objectif d'être plus à l'écoute, de développer un peu de pédagogie. Et le client, en fait, on fait le bilan tous les trimestres et les clients aussi participent en disant oui, effectivement, je sens qu'il y a de l'amélioration et du coup, on donne les clés, les méthodes. Et ça, c'est un accompagnement en interne qu'on fait avec tout le monde. Ça, c'est la première étape. Et comment on travaille avec les clients, je ne vais pas dévoiler tous nos secrets, mais globalement, l'écoute et l'humain, on met l'écoute, c'est bien beau, je pense que tout le monde vous dira la même chose, on met l'humain au centre des choses, mais pour nous, on le fait de manière méthodique, c'est-à-dire
avant même de démarrer un projet, on se posait de bonnes questions. C'est-à-dire qu'on se demande qui sont les utilisateurs finaux, est-ce que ces personnes sont dans la salle, en atelier, est-ce qu'on peut les interviewer, est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'on peut comprendre le métier. Et souvent, on intervient sur des sujets des métiers qu'on maîtrise, et du coup, ça fait des beaux succès. Mais quand on ne connaît pas le métier, on prend le temps de comprendre le métier du client avant d'aller dans la technique. Et c'est ça la clé de notre accompagnement. Intéressant. Et du coup, c'est quoi un peu les défis que vous rencontrez de manière générale sur le marché ou même avec des clients en particulier de manière générale? Le premier défi, parce que vu qu'on est une entreprise à taille humaine et qu'on veut avoir une croissance stable, c'est recruter des profils qui se posent ces questions. Donc, dès le premier entretien, on se dit, est-ce que c'est un artisan ou pas? Et donc, du coup, et des profils qui cherchent aussi un environnement comme le nôtre qui peut paraître un peu atypique, parce que c'est un environnement où on te challenge, on demande d'être ambitieux et on est à l'écoute. En même temps, on a cette flexibilité. Donc, du coup, le premier défi, c'est de trouver des bonnes personnes qui viennent enrichir cette culture d'entreprise, parce que c'est hyper important, justement. Et aujourd'hui, l'avantage chez nous, c'est qu'on a une réelle diversité des profils qui nous rejoignent. Et le seul point commun, c'est cette ouverture d'esprit, parce que, en fait, nous, c'est pour ça que je dis au premier entretien, on ne regarde pas vraiment les compétences. Même si on a une forte ADN technique, nous, on a une bonne empreinte qui nous permet d'aller sur des projets complexes, mais sur les candidats qu'on recherche, on ne cherche pas forcément des candidats qui ont l'ultra expert, mais qui n'arrivent pas à travailler en équipe. Ça, c'est les candidats qu'on évite. Donc, du coup, le recrutement, c'est une des difficultés. Après, le gros challenge du moment qui est d'actualité, c'est qu'il y a une incertitude géopolitique en ce moment qui crée des incertitudes dans le marché. Je pense que vous le voyez peut-être, vous l'avez peut-être senti. Et du coup, les entreprises ont tendance à investir moins. Donc, du coup, on a moins de visibilité, par exemple, sur nos projets. Mais l'avantage d'être à la fois sur des secteurs d'activité différents, des tailles de projets différentes, et ça nous permet justement d'anticiper, mais c'est une gymnastique qui n'est pas facile. Oui, et puis le fait que vous êtes situé donc sur Paris, mais aussi ailleurs en France, j'imagine que ça vous permet aussi d'aller chercher quand même des clients qui ne sont pas situés comme la plupart tous sur Paris. C'est-à-dire chez des clients qui vont être un peu différents et peut-être plus niches et qui vont peut-être plus avoir besoin justement d'un accompagnement, par exemple, comme le vôtre, quoi. Non, mais clairement, il y a une forte demande de clients déjà qui cherchent des entreprises à taille humaine parce qu'ils veulent un accompagnement plus précis et du coup qui cherchent aussi des experts. Et le fait, chez Gimini, on a 70% de nos consultants qui sont vraiment des experts, qui ont plus de 6-7 années d'expérience. Et ça nous permet d'avoir je souris parce qu'on appelle ça l'accompagnement chirurgical. Souvent, les clients ont l'impression qu'on a compris leurs besoins. C'est déjà parce qu'on est à l'écoute et aussi parce qu'on connaît, on a fait plusieurs projets dans ce domaine. Et le fait d'être géographiquement à des endroits différents géographiquement nous permet de les accompagner et d'avoir une proximité auprès de nos clients. Et ça, c'est cool. Donc le fait que, du coup, tu es multisecteur, le fait que vous êtes positionné à différents points assez stratégiques en France, du coup, vous êtes en mesure de réagir, pas de réagir, mais du coup, de ne pas être forcément impacté avec la situation avec le marché. Exactement. Et c'est pour ça que nous, on continue à recruter. Malgré la situation, on recrute toujours. On a toujours de la croissance. Malgré le contexte actuel, on sait que le contexte est un peu plus difficile, mais ça nous pousse juste à mieux se préparer, à anticiper. Comment on recrute sur des profils, donc on continue toujours à chercher ces types de profils parce qu'on sait que c'est un défi pour nous. Et les clients, pareil, on en trouve, on a beaucoup de recommandations d'anciens clients, et ça c'est super. Malheureusement pour certaines personnes. Toujours. non, mais justement, c'est parce qu'on a cette croissance stable qui nous permet de mieux résister en cas de ralentissement. Et donc, du coup, d'être plus agile. Partir au moindre coup de vent. Exactement. Et d'un point de vue
parce qu'en ce moment, forcément, les clients, ils tirent les prix vers le bas. Ouais. Comment vous faites pour vous adapter? Parce que vous avez quand même des contraintes, oui, à taille humaine, mais c'est quand même impactant. Bah oui. Comment vous faites? Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille parce que ce n'est pas que maintenant que ça arrive. Depuis un certain temps, il y a une forte concurrence sur le marché qui a tendance à porter les prix vers le bas. Et nous, en fait, dans notre positionnement, c'est qu'on essaye de faire une promesse de valeur et pas que sur le prix. Ouais. Et ça le vrai challenge, c'est de le faire comprendre aux clients. Ouais, parce que les clients, ils s'attendent à un prix, en fait. Exactement. Un prix fixe et ils veulent que tu délivres avec ce prix fixe et rien d'autre. Exactement. Donc, du coup, on joue le jeu, mais des fois, on perd les clients. Et c'est ça le gros challenge. Mais souvent, on est dans un environnement où on ne peut pas se permettre de perdre des clients. Je pense que vous vivez la même chose. Oui. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait une première prestation avec le client pour qu'il nous teste dans le prix qu'il souhaite. Si nous, en fait, on se rend compte que son contexte nous permet de continuer dans ce prix, on le fait, mais sinon, très souvent, on a la chance d'avoir des clients qui acceptent de réajuster. Alors, c'est de plus en plus difficile. Je sais, l'année dernière, ça n'a pas été facile, justement, pour les clients qui devaient réajuster leurs tarifs parce qu'ils nous disent clairement, Yacouba, vos concurrents font 10-20% moins cher. Exactement. Et la majorité des budgets clients ont réduit quasiment de 20%. Oui. Ouais. Exactement. Et ça, c'est un gros challenge que tous les donneurs d'ordre m'ont appelé en me disant, mais Yacouba, sache que cette année, on pourra pas vous augmenter ou bien on ne pourra pas revoir vos prix. On voit la tristesse dans son regard. Malheur. Exactement. Mais on a travaillé ensemble, on a revu des dispositifs et je pense que finalement, ça se passe. Et du coup, c'est faire la même chose avec un dispositif moindre, comme d'habitude, du coup. Entre autres, exactement. On s'est adapté, on est obligé de s'adapter. Mais c'est que nous, on peut faire que d'autres ne peuvent pas faire, c'est qu'on a la possibilité de réduire nos jours d'intervention, de ne pas être à temps plein sur une mission parce qu'on a d'autres projets. Et donc, du coup, ça permet à des clients d'avoir toujours une valeur ajoutée dans leur budget sans forcément réduire nos tarifs. Et du coup, en fait, on se dit... on s'adapte à un budget, donc du coup, il faut revoir le scope. On peut pas tout faire dans le budget qu'il demande ou bien dans le budget de l'année passée, par exemple, de l'année précédente. Et du coup, je me posais aussi la question, par exemple, là où on est très national, est-ce que du coup, vous avez pensé un peu à l'international au final, du coup, de pouvoir aussi vous développer à l'international avec des clients qui ne sont pas forcément que en France? Alors, aujourd'hui, on a des clients... on travaille à l'international, mais avec des clients français qui s'exportent à l'international. Okay. Donc, principalement, des grands groupes qu'on accompagne à l'international, c'est des projets qu'on fait. Et on a quelques clients en Espagne et quelques clients en Angleterre, mais actuellement, on n'a pas vocation, en tout cas pour l'instant, parce que dans nos stratégies, on veut avoir une bonne couverture nationale, un bon accompagnement. Et comme je vous l'ai dit, nous, on a une croissance... stable, qu'on maîtrise. Donc, du coup, on veut bien faire les choses avant de développer l'international de manière plus sérieuse. Okay. Et juste pour revenir un peu sur l'entreprise Gimini, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais tu as donné quelques informations qui peuvent être intéressantes. C'est quoi un peu les valeurs de Gimini, du coup? L'excellence. L'excellence. Mais c'est vrai, bravo. L'excellence, parce que c'est important. Pourquoi? C'est une valeur, parce que l'excellence, c'est pas pour nous, l'excellence, c'est pas un statut, c'est pas un statut figé, parce que pour nous, pour atteindre l'excellence, c'est une progression sans cesse. Et c'est aussi pour ça, moi, mon objectif chez Gimini, c'est que tout le monde s'améliore de 10%. C'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose, chaque année. Donc, du coup, les objectifs, moi, personnellement, c'est dans mon objectif annuel. Et c'est ça qui nous permet de nous améliorer et d'atteindre un bon niveau. Et ça nous permet d'être beaucoup plus agile et d'être plus solide aussi, d'apporter une vraie valeur ajoutée à nos clients. Parce que
On parlait du prix, mais au-delà du prix, c'est que les clients veulent, c'est qu'ils en veulent pour leur argent. Donc, du coup, Totalement. il faut avoir cette valeur ajoutée. Donc, l'excellence, c'est notre première valeur. La bienveillance, parce que c'est important pour travailler ensemble, en équipe. D'accord. Et donc, du coup, c'est une valeur qui est, enfin, j'allais dire qui est importante pour nous, mais pas que, parce que souvent, on se dit, bah, c'est une valeur importante, mais comment cultiver la bienveillance au quotidien? Et chez nous, bah, en fait, c'est dans les objectifs de chacun de travailler. Et on a enfin, ce qu'on appelle un feedback à 360 degrés où tes collègues peuvent te faire des retours sur des projets parce que souvent on peut se dire bah ouais la bienveillance c'est une valeur mais on a un projet qui est compliqué et donc du coup les équipes travaillent en stress et du coup ils ont du mal à être souvent à l'écoute les uns des autres mais c'est encore un exercice pour continuer à essayer d'être le plus bien. Et la troisième valeur c'est l'engagement. C'est Et ça, c'est une valeur qu'on a, qui n'était pas dans nos valeurs au début, c'est d'être engagé pour une croissance continue. C'est continuer à maîtriser, à travailler ensemble, à la fois apporter de la valeur aux consultants et aux clients. Intéressant. Proactif, Ouais. c'est bien. Ouais, non, ça c'est franchement c'est super intéressant. Mais ça me fait penser, il y a un consultant un consultant que je connais assez bien qui a créé une application en fait pour être en mesure comment on appelle ça, garantir la cohésion d'équipe. Et la cohésion d'équipe amène toujours de la bienveillance en fait. Donc c'est vrai que ça a beaucoup d'importance d'avoir ça dans les projets et même dans la vie d'entreprise en général parce que si on n'a pas ça, en fait, généralement, on n'a rien, en fait. Oui. Ouais, c'est l'entraide aussi. Hein, bah oui. Après, je pense que les projets se passent mieux quand on s'éclate ensemble. Et du coup, on a beaucoup de plus séminaires, du coup. Ah, Yacouba, on a vu les photos sur LinkedIn. Mais c'est pas que pendant les séminaires. Et justement, on essaie d'avoir cet état d'esprit en projet, que les projets se passent de manière plus agréable. Et je pense que dans le succès d'un projet, c'est pas que livrer des fonctionnalités ou livrer le projet en délai, c'est bien le faire et apprécier le trajet. Non, intéressant. Intéressant. Et du coup, de par ta grande expérience du coup, sur le marché Salesforce, quelle est ton opinion sur le marché actuel, le potentiel devenir de Salesforce? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as observé? Mais moi je suis toujours surpris par la capacité de la tech à se transformer, à apporter de la valeur au client. En fait, je suis dans cet écosystème depuis un certain temps et en plus, la capacité de Salesforce à se transformer. Ces derniers temps, on s'est dit que en fait, Salesforce avait peut-être du mal à innover parce qu'il y avait des rachats, mais avec Agentforce, avec l'IA, là, il y a une transformation qui nous bluffe au quotidien parce que tous les jours, avant, on se disait, enfin, Salesforce faisait des releases, des évolutions tous les trimestres. Maintenant, c'est tous les mois avec Agentforce. Et ça, c'est fou. Et aujourd'hui, pour nous, ça, c'est un vrai enjeu. Et on le voit avec nos clients avec lesquels on travaille sur des sujets IA. Et ça apporte une vraie valeur ajoutée aux équipes de nos clients. Alors, les projets, ça apporte de la productivité aussi, et donc du coup, mais c'est bien, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se dire, la productivité qu'apporte l'intelligence artificielle, ça nous permet de justement pouvoir faire plus avec moins, et donc du coup, d'aller chercher à créer plus de valeur. Donc ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est la maturité. Salesforce est arrivé à une maturité de marché parce que les gros projets de déploiement qu'on avait avant qui mobilisaient des centaines de développeurs, il y en a de moins en moins parce que les grands groupes ont souvent déployé Salesforce. Alors aujourd'hui, on a soit des PME qui se transforment, donc du coup, cette maturité de la solution nous pousse à apporter un accompagnement plus d'artisans, justement, à la fois sur des bases installées, des clients qui ont déjà Salesforce, les aider à tirer le meilleur de Salesforce. Donc, du coup, à créer de la valeur avec les données, créer de la valeur avec de l'IA. Et c'est aussi pour ça qu'on incite nos consultants à se former. Chez Gimini, il y a 2 ans, avant même que l'IA soit une hype, on a fait le mois de l'IA où tout le monde s'est certifié et c'est acculturé, même les RH, même les fonctions support. Et c'était un vrai game changer pour nous. Donc aujourd'hui, on utilise ces solutions et ça nous permet d'apporter de la valeur et du coup de s'adapter à un marché qui est plus mature, qui est plus demandeur d'expertise.
Et qui vous demande peut-être aussi plus d'aide sur la stratégie aussi, Exactement. qui est du conseil, mais vraiment beaucoup plus poussé que ce que vous pouviez faire avant. Ouais. Et donc, du coup, intéressant, effectivement. Et d'ailleurs, comment tu vois l'impact de l'intelligence artificielle sur ton métier à toi de tous les jours, ou d'un développeur, par exemple, ou d'un consultant dans ton équipe? Alors, nous, il y a un vrai gain de productivité sur pas mal de sujets, même les ateliers, par exemple, pour les fonctionnels. Aujourd'hui, on a des outils, Mojo, par exemple, qui est un partenaire avec qui on bosse, qui permet de recorder un échange, par exemple, sur Teams ou Google. Et du coup, en fait, ça permet à nos consultants d'avoir des comptes rendus plus efficaces et du coup de mieux accompagner les clients justement et de ne pas oublier des fonctionnalités et s'assurer. Et souvent, ils peuvent revenir sur un échange de manière plus efficace et ça, c'est cool. Et ça, c'est un premier sujet, du coup, le gain de productivité pour nos consultants. Après, le gros gain, c'est pour les commerciaux aussi. Aujourd'hui, on a Agentforce qui accompagne dans notre CRM interne, qui aide nos commerciaux à, à trouver, par exemple, des contextes similaires. Quand ils ont un appel d'offres, ils disent, ah, mais on avait déjà travaillé sur ce contexte et voir les solutions qu'on avait proposées. Et ils ont un gain de productivité, par exemple, sur les avant-ventes qui est inestimable. Et aussi le staffing, par exemple, savoir en amont quel consultant sera disponible dans quelques mois. Et quels sont les profils. Notre plus grand regret. C'est l'efficacité. Non, mais c'est l'efficacité. Et sur la partie RH, c'est pas justement les CV que vous nous envoyez. Aujourd'hui, nos RH travaillent avec l'IA pour justement voir matcher ou même préanalyser les CV pour voir les correspondances ou les non-correspondances avec exactement. Et donc, du coup, c'est aussi un gain de productivité qui nous permet d'aller plus loin sur plusieurs activités. Et moi, pareil, sur le juridique, sur la stratégie, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec l'IA. Aujourd'hui, notre base de connaissances, on a un GPT interne qui permet à tous nos consultants, qui est basé sur les bonnes pratiques, les bases les anciens projets qu'on a fait. Et du coup, ça permet à des consultants de se poser des questions, du coup, de demander et d'avoir de l'aide. Avant, on le faisait déjà, on a une vraie communauté d'experts en interne. Aujourd'hui, l'IA nous permet de le faire de manière plus proactive, plus efficace. Intéressant. Et du coup, comment tu vois Gumini dans 5-10 ans? C'est quoi la vision? Dans 5-10 ans. En fait, l'avantage, c'est que la vision, maintenant, je ne la construis pas tout seul. Donc, à chaque séminaire, on retravaille. C'est beau, parce qu'il remet toujours au centre ses employés. Non, mais c'est parce que c'est la bienveillance. Non, mais parce que c'est réel. C'est réel. Ça y est, on connaît les valeurs. Non, c'est réel. À chaque séminaire, en fait, tous les 2 ans, on se pose des questions sur où on veut aller, quel est le niveau de croissance qu'on veut avoir, est-ce qu'on veut accélérer, est-ce qu'on veut se diversifier. Alors, là, ma feuille de route pour cette année et la prochaine année, c'est qu'on veut continuer à croître tout en restant indépendant. On veut renforcer nos expertises dans la data et dans l'IA, donc avec peut-être de la croissance externe, mais tout en restant à taille humaine avec des entreprises qui nous ressemblent. Et continuer à garder cette culture d'entreprise, et ça c'est hyper important. J'y reviens, mais qui nous donne envie de travailler tous les jours. Moi, personnellement, je m'éclate chez Gumini, et c'est qui me donne envie de continuer. C'est cet environnement qu'on a créé qui est quand même super cool. Ouais. Okay. Et du coup, tu brainstormes en plus avec ton équipe. Je veux dire, tu les fais participer au maximum aussi à qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Je trouve ça très, très bien aussi de vraiment participer aussi. Et ils participent tous, en fait. En gros, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ils ont l'avantage et la possibilité d'agir dessus. Ils peuvent changer la chose. Et du coup, et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un faible turnover et un environnement. Et ça, pour le coup, ça vient de mon expérience, parce que je vous le disais avant, de mon expérience de freelance. Le fait d'être passé en ESN, et du coup d'avoir vu par exemple l'avantage, c'est d'avoir une équipe, un accompagnement en ESN, et dans le freelancing, c'est d'avoir cette flexibilité, pouvoir choisir ses missions, pouvoir se projeter, et c'est qu'on essaie d'allier. C'est pas tout le temps évident, c'est le meilleur de ces deux mondes-là, et pour donner envie à nos consultants de donner le meilleur d'eux-mêmes, et tout en restant chez Gumini.
Du coup, est-ce que c'est arrivé comme on appelle ça, de faire des petites erreurs de recrutement? Oui. Et du coup, qui impactent vraiment l'ambiance chez Alors, Gimini? on a fait des erreurs de recrutement, mais on n'est pas allé jusqu'au point d'impacter l'ambiance. Mais en général, en fait, le fait d'être une entreprise à taille humaine, quand tu fais une erreur de recrutement, Tu vois tout de suite. tu vois tout de suite, tu t'en rends compte avant la fin de la période d'essai. Et en général, en fait, le premier réflexe, c'est que nous, souvent, on se demande si on peut ajuster, si on peut travailler avec le consultant pour réajuster. Si on n'y arrive pas, on se sépare. Mais c'est déjà arrivé plein de fois d'ailleurs. Mais ça nous a permis aussi de revoir notre process de recrutement, parce qu'avant, on n'avait que 2 entretiens, maintenant on en a 3. Et dans ces 3 entretiens, ce n'est pas que pour nous de nous assurer que le consultant correspond, on pousse le consultant à savoir en fait si Gimini correspond. Donc du coup, on a 2 entretiens où on évalue le consultant, on a un 3e entretien où c'est le consultant qui se projette, parce qu'on ne veut pas lui vendre du rêve, qui se projette dans l'organisation pour s'assurer qu'il va s'y plaire ou pas. Et du coup, ça nous permet de gagner du temps, et ça permet aux consultants aussi de ne pas venir dans une organisation qui ne lui correspond pas. Moi, je continue de casser l'ambiance. Oui. Est-ce que ça fait mal quand un consultant que tu voulais vraiment, il te dit non, je peux pas, je m'identifie pas à Gimini? Ouais. C'est la question qui fait mal. Ça fait mal. La réponse, elle est vite trouvée. Ça fait mal. En fait, au début, ça nous arrivait souvent. Au début, parce que les consultants avaient l'impression que, en fait, on était dans une vision utopique des choses. Et donc, du coup, c'est du bullshit. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'ils parlent à des consultants. Donc, dans le process d'entretien, il n'y a que le premier entretien qui se passe avec la RH et moi. Et tous les autres entretiens, en fait, ils posent des vraies questions aux consultants. Est-ce que ce qu'ils m'ont dit en amont, est-ce que c'est vraiment vrai? Et aujourd'hui, ils voient que ça fonctionne. Et ça fait 8 ans qu'on existe et que ça marche bien. Et du coup, ils se disent, pourquoi pas? Effectivement, on a moins cette frustration, mais je l'ai toujours de temps en temps. Et c'est frustrant. Le plus difficile, c'est surtout, je pense, si tu as quelqu'un que tu as embauché effectivement dans l'entreprise, qui ça fait 5-6 ans, et qui par contre décide de partir, là, ça va être difficile parce que tu as ton la personne que, même l'attachement, je pense, humain, forcément, on s'attache aux gens quand ça fait un bout de temps avec eux. Ça doit être difficile aussi, et même peut-être un peu plus difficile, je pense, que lorsque c'est... Ça, c'est un peu difficile. Alors, là, c'est marrant, ce que je vais vous dire, c'est jamais arrivé que cette personne aille à la concurrence. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc, du coup, effectivement, c'est difficile. Mais souvent, quand c'est arrivé, soit la personne a décidé de se mettre en freelance. Donc, du coup, en fait, on comprend parce que la personne avait d'autres projets. Ou bien la personne a voulu aller à l'étranger et nous, on n'a pas de bureau. Donc, mais c'est frustrant, même si la personne part en freelance ou qu'elle a un projet personnel, c'est toujours frustrant de voir, en gros, une équipe. Parce qu'aujourd'hui, c'est une aventure collective et du coup, de voir en fait de super profils qui nous ont accompagnés et qui ont participé à cette co-construction de l'entreprise partir. Mais souvent, ils reviennent nous voir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a certains qui doivent revenir. Ils reviennent parce qu'on a des after-work qui sont ouverts à notre écosystème et des fois, ils viennent. J'espère qu'on sera invités. Oui, bien sûr. Quand vous passerez à Paris. Non mais ça marche, parfait. Et du coup, pour conclure, c'est ta question préférée du coup, ma question préférée qu'on pose du coup à tous nos invités dorénavant, c'est si tu devais parler au Yacouba qui est arrivé la première fois sur Salesforce, tu lui donnerais quoi comme conseil? Ah ouais, au Yacouba de l'époque, c'est de se faire un peu plus confiance. Parce que moi j'ai eu un parcours un peu atypique où je suis arrivé sur Salesforce en formation CRM à la base. En fait, c'est une équipe Salesforce de mon entreprise qui avait démissionné et du jour au lendemain, il a dû remonter les manches. Exactement, on m'a dit, va sur ce projet et je connaissais même pas Salesforce. Moi, je travaillais sur les techno Oracle, mais c'était une surprise totale, mais j'étais vraiment stressé et en totale perte de confiance. Et je me dirais de me faire un peu plus confiance. Et même dans la gestion quand j'ai monté Gimini, au début, je ne voulais pas de monter tout de suite. J'aurais peut-être dû me faire confiance. Pas le choix, finalement. Exactement. Ok, intéressant. Merci en tout cas d'être Merci venu. beaucoup.
Et puis, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire, Gazela? Like and subscribe. Like and subscribe. Merci.